Il est bientôt 15 h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, l'heure est à l'évaluation des dégâts après les terribles inondations hier dans le Gard. Les habitants encore sous le choc ont débuté le nettoyage. Gérald Darmanin se rendra sur place en fin de journée. Et ce sont désormais 2 personnes que recherchent les sapeurs-pompiers dans le Gard. Une aide-soignante de 64 ans portée disparue depuis hier près du pont d'Hérault. Seul son véhicule a été retrouvé pour le moment. On est également sans nouvelles d'un homme qui pratiquait la course en montagne dans le même secteur. L'épidémie de coronavirus avec ses nouveaux chiffres quotidiens records et désormais 55 départements en rouge où le virus circule activement. Est-on à un moment de bascule? Les hôpitaux pourront-ils faire face? Nous en parlerons dans un instant avec le docteur Imad Kanso. Nous parlons également de cette dernière étape du Tour de France. Cet après-midi, les coureurs allieront les Champs-Élysées après un départ à 16 h de Mantes-la-Jolie. L'arrivée à Paris se fera dans le cadre d'un dispositif sanitaire strict. On vous en parle dans ce journal. Des paysages de désolation dans le Gard au lendemain des terribles inondations avec des crues records et un épisode cévenol d'une rare violence. Gérald Darmanin sera sur place aux alentours de 18 h 30 et l'heure est désormais au nettoyage et à la constatation des dégâts. Thomas Herman est à Saint-Jean-du-Gard pour BFM TV. Beaucoup de boue sur le sol, c'est ce qu'on constate depuis ce matin. On est au pied d'une structure HLM où parfois l'eau est entrée au rez-de-chaussée des immeubles. C'est vraiment le travail de la journée d'enlever cette boue avant qu'elle ne sèche. On est avec vous, lieutenant, bonjour. C'est quoi un peu la teneur des opérations aujourd'hui? Racontez-moi. Donc depuis ce matin, la teneur des opérations sur le secteur de Saint-Jean-du-Gard est de venir en assistance aux populations, notamment dans le nettoyage des parties communes de cet immeuble par exemple, des reconnaissances sur l'ensemble du secteur de Saint-Jean-du-Gard, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'endroit dangereux pour la population. C'est quoi les dégâts globalement ici dans cette commune? Alors en fait c'est la rivière qui est sortie, qui a amené de la boue un peu partout, donc c'est des dégâts dans les caves, dans les sous-sols et sur les parties basses de la ville. Il y a encore du travail cet après-midi à faire? Il y aura encore du travail une bonne partie de la journée, peut-être même un peu plus. Bon, merci beaucoup en tout cas lieutenant, bon courage pour la suite des opérations. Regardez justement ces sapeurs-pompiers de Saint-Jean-du-Gard qui continuent d'enlever la boue sur le sol. Vraiment l'eau est arrivée jusqu'ici hier. Aujourd'hui c'était le déluge, aujourd'hui on constate les dégâts et on procède au grand nettoyage. Une autre image à vous montrer qui est assez impressionnante. Ici, normalement, on est sur un parking. Regardez en contrebas, vous avez tout simplement plus de goudron, uniquement des cailloux qui sont ressortis de la terre. Imaginez-vous juste en dessous, c'est assez dangereux. Une ligne haute tension, 20 000 volts, se trouve ici, a été déterrée. Et pour constater ces dégâts, on attend également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accompagné de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Ce sera en fin de journée ici. Pour les habitants, c'est la désolation. On ne reconnaît pratiquement plus notre habitation, nous dit cet habitant, qui nous montre d'ailleurs les dégâts. Chez lui, il est aux côtés de Chloé Fabre. Ça, c'est la salle à manger, chambre, salle à manger. Et que c'est monté jusqu'aux lames du plafond qui ont été décollées. Et quand même 3 mètres de hauteur, plus de dénivelé pour arriver à la bordure, plus l'eau qui est à 2 mètres, 2 mètres 50 en dessous, auquel il faut rajouter l'eau qui est évidemment montée. Voilà, et là il y avait une cuisine d'été. Mais bon, on ne reconnaît plus quoi, pratiquement. Voilà, et l'eau est rentrée donc contre la porte normalement se tire, et l'eau a enfoncé la porte. Et donc elle est ressortie par la baie vitrée qui a complètement explosé. Là-bas c'est la salle de bain, au fond, la cloison a été emportée. Et ça, c'est la cuisine, entrée-cuisine. Voilà. Avec nous en plateau, Sandra Larue, notre spécialiste météo. Sandra, est-ce qu'on avait assez anticipé? Aurait-on pu prévoir davantage l'ampleur de cet épisode? Alors la vigilance a été déclenchée par Météo France bien en amont pour prévenir sur place les autorités, les habitants. On a une vigilance orange qui a été déclenchée vendredi aux alentours de 16 h sur l'Hérault. Ensuite, elle a évolué, évidemment. C'est surtout dans le courant de la nuit et surtout en tout début de matinée samedi que les choses se sont accélérées. Donc, on avait quand même des modèles météo qui montraient cet épisode, évidemment, mais peut-être pas l'ampleur qu'il a pris. Donc, les services de Météo France pensaient quand même s'attendre à un événement fort du fait du contexte météo, parce qu'on a une Méditerranée extrêmement chaude. On sortait d'une semaine estivale avec des températures exceptionnelles. Donc, cette Méditerranée était vraiment chargée en eau très chaude et beaucoup d'humidité donc remontait. En revanche, voilà, les cumuls observés, ils sont
sont pas... Alors, ils sont quand même très importants. On est dans des valeurs très importantes. Mais ce qui a surtout été extrêmement surprenant, c'est l'intensité horaire qui a été là sans précédent. Il est tombé 500 mm de précipitation en 12 heures. C'est 500 litres au mètre carré qui se déversent donc en l'espace de 12 heures. Et il est tombé 200 mm en l'espace de 2 heures. Donc c'est considérable, ce qui a fait réagir extrêmement vite les cours d'eau. Le Gardon d'Anduze qui est passé de 13 cm au lever du jour quasiment à 7 mètres dans le courant de l'après-midi. Donc c'est considérable. C'est des cours d'eau qui réagissent très vite. Donc les habitants sont habitués. Mais là, on avait vraiment une intensité extrêmement forte. Voilà. Mais les services de Météo France avaient quand même vraiment anticipé le phénomène. Après, c'est toujours le même problème de ces orages stationnaires qui déversent pendant des heures des quantités très importantes sur les mêmes zones. Merci Sandra. Frédéric Portet, bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. 650 pompiers et membres de la sécurité civile sont actuellement mobilisés. En quoi consistent désormais les opérations qui sont menées par exemple dans le Gard ? Alors comme vous le dites, effectivement, le dispositif a été un petit peu redimensionné puisque fort heureusement, les précipitations se sont réduites tout au long de la nuit. Pour autant, il faut maintenir un dispositif important sur le terrain. Donc plus de 350 sapeurs-pompiers locaux sont toujours à pied d'œuvre, 100 sur le terrain et 250 du Gard qui continuent à œuvrer pour assurer les missions sur l'ensemble du département. Et 200 sapeurs-pompiers qui sont venus en renfort, puisque c'est un principe de sécurité civile. Les zones sinistrées, les zones ressources viennent aider les zones sinistrées. Donc la zone sud est venue prêter renfort à nos collègues locaux. Et actuellement, on est rentré dans une nouvelle phase qui consiste à aller, bien sûr, poursuivre les recherches sur les 2 personnes disparues, comme vous le savez. Ouais. Elles ne sont pas encore localisées. Les secours sont au pied d'œuvre pour essayer, bien sûr, de les localiser et en espérant que l'issue soit très favorable, bien évidemment. Il y avait effectivement cet aide-soignant de 64 ans. Son véhicule a été emporté hier au niveau de Pont-d'Hérault. Et aujourd'hui, effectivement, on a appris aussi, on est sans nouvelles d'un homme qui était parti faire un trail, une course en montagne. Et on n'a plus de nouvelles de lui. Voilà, alors il ne donne pas de nouvelles. Alors est-ce que à ce stade c'est un poste porté disparu dû aux intempéries? C'est peut-être un petit peu tôt de l'évoquer. En tout cas, il manque à l'appel, si je puis dire, et donc il est activement recherché comme effectivement l'infirmière. Comment on procède pour rechercher comme ça des personnes qu'on ne retrouve pas? Alors déjà on questionne bien évidemment l'entourage, la famille, et puis après on va déterminer, le commandant des opérations de secours qui est sur place, sapeur-pompier, va déterminer effectivement les moyens nécessaires. Là en l'occurrence il y a des sauveteurs aquatiques qui sont dépêchés sur place, il y a des équipes cynotechniques avec des chiens de recherche qui sont capables de trouver des points d'entrée effectivement et assurer une recherche de la personne, et donc les moyens sont pleinement mobilisés en ce moment pour cet objectif. De lourds moyens déployés, vous le disiez, parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations de sauvetage qui ont été menées. Ça aurait pu être pire? Alors précisément, le bilan à l'heure où je vous parle, c'est 6 sauvetages réalisés par des moyens nationaux, qui sont les hélicoptères de la sécurité civile. Puisque quand on a des difficultés pour accéder avec des moyens terrestres, fort heureusement, nous avons le soutien des hélicoptères de la sécurité civile, les fameux dragons, qui viennent avec les moyens d'hélitreuillage et qui peuvent justement prendre en charge des personnes qui se seraient positionnées sur les toits, puisque le toit devient finalement le refuge, et donc 6 sauvetages de ce type. 40 sauvetages par des moyens terrestres, par des sauveteurs aquatiques, donc à pied ou en bateau, avec des barques spécifiques. Également des camions citernes feux de forêt. Les camions citernes feux de forêt peuvent aussi servir pour accéder à des zones accidentées et particulièrement difficiles, pour pouvoir aller au plus proche des maisons sinistrées et évacuer les personnes. Ce qu'il faut dire, c'est que votre rôle, il est crucial parce qu'effectivement, il y a ces opérations de sauvetage, il y a aussi ce soutien, cet accompagnement des personnes au niveau psychologique notamment. Complètement. On parlait d'une deuxième phase, donc il y a eu la phase secours, qui était une phase aiguë hier et cette nuit. Là, on est plus dans une phase de sauvegarde. Il faut savoir qu'une intervention de cette ampleur, elle ne peut pas être gérée par un seul service. Elle est gérée en interservice, sous la direction du directeur des opérations de secours, du préfet, avec l'ensemble des services concurrents, donc police, gendarmerie, SAMU, les associations agréées de sécurité civile qui jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde des personnes, puisque quand on décide de déplacer des populations de zones sinistrées, il faut bien sûr leur trouver une capacité d'hébergement nouvelle, les rassurer,
les nourrir, les héberger, les soutenir psychologiquement, puisque vous imaginez bien que ces situations sont très difficiles pour la population. Voir son habitation détruite par les eaux, rendue impraticable, des objets précieux ou personnels attachants dont on ne peut plus avoir accès. Donc il y a un soutien psychologique avec les cellules d'unité médico-psychologique qui peuvent être mises en œuvre. Donc la force des secours, c'est effectivement cette synergie interservice qui est déployée sur le terrain sous la coupe du préfet. Merci beaucoup Frédéric Portet. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France qui sont donc à pied d'œuvre dans ces communes sinistrées. Parmi elles, Anduze, cette ville de 3400 habitants qui a été très touchée hier. La rivière du Gardon y est montée de 6 mètres en seulement 2 heures. Après les inondations, l'heure est désormais au nettoyage. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Antoine Forestier, Nassim Gomri et David Dunal. Dans les rues d'Anduze, chacun s'active. Il faut déblayer une épaisse couche de boue et de terre drainée par les eaux. Les véhicules inondés par la crue du Gardon, inutilisables, doivent être tractés. Au centre-ville, les habitants évacuent leurs affaires inondées et du mobilier. Dans ce restaurant, une dizaine de personnes s'affairent pour retirer l'eau et la boue. Certains sont des commerçants voisins venus par solidarité pour aider le propriétaire. Il est allé acheter des poubelles pour tout mettre dedans. Et je pense que quand il va revenir, de voir le restaurant qui a été nettoyé comme ça, en plus avec l'aide des pompiers ce matin, vraiment ça fait plaisir. Dans cet autre établissement situé au bord du Gardon, tout est ravagé. Les frigos et les étagères ont été soulevés par la force des eaux. La propriétaire ne peut que constater les dégâts. C'est un carnage, tout est dévasté. Voilà, tout est renversé, il n'y a plus rien. La restauratrice avait déjà connu des épisodes pluvieux et installé des protections, sans succès. Tout a été cassé, tout a été enlevé, la force de l'eau a été plus forte que nos protections. On pensait qu'on allait avoir des dégâts au niveau de la terrasse, mais pas autant à l'intérieur en tout cas. Ces agents, eux, s'activent pour retirer ces branches d'arbres. Certains ponts ont été submergés par les eaux. Ici, des troncs d'arbres charriés par le Gardon se trouvent encore sur la chaussée. C'était la catastrophe, ça débordait de partout. Et moi je me dis heureusement qu'il n'a pas trop plu ici parce que ça aurait pu être pire qu'en 2002. Dans le département du Gard, une vingtaine de routes demeurent encore impraticables. En même temps, les recherches reprennent dans le massif des Cévennes pour tenter de retrouver une femme portée disparue hier près de la commune de Pont-d'Hérault. C'est là que cette aide-soignante âgée de 64 ans qui circulait en voiture a été vue pour la dernière fois. On est également sans nouvelles d'un homme pratiquant le trail, une course en montagne dans le même secteur depuis hier. L'autre grande actualité, c'est bien sûr l'épidémie de Covid-19 avec ses nouveaux chiffres quotidiens et toujours record. 13 498 nouvelles contaminations sur la seule journée d'hier. C'est plus que vendredi où l'on avait déjà battu un record de contamination depuis le déconfinement. Et la majorité des départements français sont désormais classés en zone rouge. 55 au total où il y a donc une circulation active du virus. Bonjour Imad Kanso, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. On voit donc ces chiffres qui augmentent de jour en jour. Êtes-vous inquiet par l'accélération du virus ? Bonjour. Eh bien, les chiffres effectivement parlent d'eux-mêmes. Malheureusement, même si des prédictions qui avaient été réalisées, on pensait qu'elles pouvaient se fléchir un peu et ne pas donner lieu à une explosion des cas. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Il y a une explosion donc des cas. Attention, des cas diagnostiqués comme étant positifs. L'inquiétude, pour répondre à votre question, reste notre capacité hospitalière. Donc nous avons jusqu'à présent, en effet, et notamment en Île-de-France, et je parle par l'Île-de-France que je connais un peu mieux, mais par rapport à d'autres régions, la situation est pas forcément la même, des capacités qui sont assez limitées. Nous avons donc déployé tout ce qui était le retour à l'activité normale. Et donc, je tiens à rappeler à la population que les cas autres que Covid, des cas importants qui nécessitent des lits de réanimation, sont donc la plupart des cas qui occupent nos lits d'hospitalisation et de nos lits notamment de réanimation. Donc, quel est le dispositif que vous mettez en place, par exemple, dans votre hôpital à Antoine Béclair à Clamart ?
Alors, comme tous les autres hôpitaux de la PHP, nous avons donc effectivement la possibilité de faire bouger, de déplacer des services et des lits, donc des salles entières pour l'arrivée des patients Covid, mais ce dispositif, il est prêt à l'utilisation, sauf que, c'est ce que j'étais en train de dire, ça va faire déplacer donc la problématique et ça va faire diminuer la prise en charge d'autres cas qui sont importants, des patients donc avec des pathologies cardiovasculaires, des pathologies chroniques, des pathologies cancéreuses, et ça, les personnes, la population ne le voit pas. Et donc, ce qui est critique dans notre prise en charge hospitalière, c'est bien ça, ce déplacement de la problématique. Et ça, si on arrive à ce que vous, journalistes, et beaucoup de collègues parlent déjà de la deuxième vague, eh bien, ça correspond justement à un fort impact dans les services hospitaliers. C'est ça la crainte que nous avons. Là, ça veut dire que, Imad Kanso, votre confrère, le docteur François Braun, président, on le rappelle, de l'association SAMU France, lui, il dit qu'on est à un point de bascule. On est vraiment à un moment charnière, là. Oui, c'est ça. En fait, on est en train de frôler le moment charnière qu'on a connu. Déjà, la fin de la semaine dernière, on avait atteint le niveau du déconfinement, c'est-à-dire qu'on était en décroissance de la première vague. Et là, on est en train de se rapprocher à un niveau assez critique par rapport à nos capacités hospitalières. Et ça, c'est donc assez important, puisque même si, encore une fois, on le dit, on le redit, ce sont les jeunes la plupart des 20-40 ans qui sont infectés, qui ne présentent pas forcément des signes de gravité ou des formes graves de l'infection, il n'en est pas moins que beaucoup de personnes autour, des cas contacts et des cas qui vont se contaminer, un peu plus âgés et fragiles, vont devoir solliciter les services hospitaliers. La prise en charge, elle arrive en fin de chaîne. En amont, en revanche, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Comment est-ce qu'on pourrait freiner finalement cette progression du virus? Là, je reprends le conseil que plusieurs collègues, nous, donc de manière collégiale, avons préconisé, c'est que déjà l'isolement personnel, c'est-à-dire que la personne qui se sent suspecte, qui se sent en contact, qui a suspecté des contacts avec des personnes positives, qui l'ont confirmé parce que les personnes évidemment ont été testées ou pas, à la moindre suspicion, je conseille à ces personnes de s'isoler, de s'observer en ambulatoire chez eux, de prendre en contact avec les services de téléconsultation si besoin, mais de ne pas répandre le virus, de renforcer les mesures barrières, lavage des mains, solution hydroalcoolique, port de masque et isolement, même avec les personnes de la famille. Merci beaucoup, Imad Kanso, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Le respect des gestes de barrière qu'il faut continuer à appliquer. Dans l'actualité également de ce dimanche à Lyon, un jeune homme de 20 ans a été poignardé à mort cette nuit dans le métro. Le drame s'est déroulé à la station Stade de Gerland, peu après minuit dans le 7e arrondissement de la ville. La victime a été touchée au thorax. Il est décédé des suites de ses blessures. 2 personnes ont été interpellées. Et à cette heure, on ne connaît pas les circonstances du drame. La maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubo, a réagi sur Twitter. Elle se dit horrifiée par le meurtre de cette nuit à la station Stade de Gerland. Mes condoléances aux proches de la victime. Cette violence est inacceptable. Je fais confiance aux forces de l'ordre pour faire toute la lumière sur ce drame. Fin de citation. La politique à présent. Xavier Bertrand, de plus en plus en campagne pour la présidentielle de 2022. Le président des Hauts-de-France a accordé une interview aux Parisiens ce dimanche. Je suis plus déterminé que jamais, dit-il. Je suis convaincu qu'Emmanuel Macron n'est pas celui qui réussira à réconcilier les Français, ni celui qui protégera le pays. Les appétits qui s'aiguisent donc pour 2022, puisque Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a évoqué cette échéance. C'était dans BFM Politique, écoutez. Une décision personnelle à prendre et je vais la prendre. Et avec ce qu'on a à faire, nous, pour gagner, il faut qu'on convainque un maximum de gens. C'est le programme qui fera la différence la prochaine fois. C'est pas la tête du candidat ni sa cravate. C'est le programme. C'est un travail qui se fait pas sur l'émotion, sur la tête du client. Alors tous ces gens qui sont candidats nous disent qu'ils vont bientôt nous proposer un projet. Bon ben très bien. Moi j'en ai déjà un à poser sur la table, quelle que soit la candidature insoumise. Et si c'est la mienne, ça sera encore plus simple. J'ai même pas besoin de vous dire que j'ai à me préparer. Je suis prêt.
Les sports à présent, le foot avec la 4e journée de Ligue 1. Le PSG s'est largement imposé à Nice tout à l'heure 3-0. Des buts de Kylian Mbappé, vous le voyez, sur pénalty. Il faisait son grand retour après avoir été positif au Covid. 2e but d'Angel Di Maria, très bien servi par Mbappé, très en forme aujourd'hui. Et c'est le capitaine Marquinhos qui clôt la marque. Les Parisiens reviennent à la 7e place. Le match qui se jouait à huis clos pour cause de Covid. Et justement, ce Covid, malgré l'épidémie, le Tour de France va donc bien arriver à son terme aujourd'hui. Dernière étape qui amènera cet après-midi les coureurs jusqu'aux Champs-Élysées. Sarah Griffon, vous êtes à Mantes-la-Jolie, lieu du départ de cette étape. Sauf accident, le Slovène Pogačar sera sacré tout à l'heure et c'était inattendu hier encore avant ce contre-la-montre complètement incroyable. Complètement incroyable déjà sportivement parce que le jeune Slovène de 21 ans, Tadej Pogačar, a réussi l'exploit de reprendre 1 minute 56 sur son compatriote Primož Roglič. Incroyable lorsque l'on sait que Primož Roglič est considéré tout simplement comme l'un des meilleurs coureurs cyclistes en contre-la-montre du monde. Incroyable également cette victoire parce qu'elle rentrera dans l'histoire puisque Tadej Pogačar, en remportant ce contre-la-montre, a empoché le maillot jaune de leader 24 heures seulement avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Lui qui avait déjà le maillot de meilleur grimpeur, le maillot à pois, et puis le maillot blanc de meilleur jeune. C'est du jamais vu dans l'histoire du Tour de France. Tadej Pogačar, le plus jeune vainqueur du Tour de France, à seulement 21 ans. Depuis 1904, ce n'était pas arrivé. Lui qui fêtera ses 22 ans et demain. Et puis un petit mot sur nos Français tout de même avec Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis, qui est donc le meilleur Français sur ce Tour de France. Il est classé 11e au classement général, alors que on peut dresser un bilan assez mitigé pour les Français avec seulement 2 victoires d'étape. Lorsque l'on sait également que Romain Bardet a dû abandonner, le leader d'AG2R La Mondiale, et puis Thibaut Pinot, lui qui a eu des défaillances après sa chute dès le premier jour. Voilà Tadej Pogačar, 21 ans seulement, le jeune Slovène qui est donc le vainqueur de cette 107e édition du Tour de France. Merci beaucoup Sarah Griffon, donc à Mantes-la-Jolie avec Johan Tritz avant le départ de cette dernière étape du Tour de France. À suivre sur BFM TV, le nettoyage a commencé dans le Gard après les violentes intempéries d'hier. Les dégâts sont très importants. Une femme de 64 ans est toujours portée disparue et on est sans nouvelles d'un homme qui faisait une course en montagne. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est attendu en fin de journée aux alentours de 18h30. En septembre, sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là. Hein. C'était une ville qui était un exemple pour les autres. C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour. Bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Reims est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi là? Ça vous fait rire. Tout cassé. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Ambition, projet, compétences, les créateurs d'entreprises s'affrontent sur BFM Business. Qui sera la révélation de la 15e saison de BFM Academy? Envie de créer votre entreprise? Suivez BFM Academy avec le Crédit Agricole. Redoublez de plaisir en passant à l'hybride rechargeable BMW dès 390 € par mois. Choisissez entre l'audace de la nouvelle BMW X2 hybride rechargeable et la polyvalence de la nouvelle BMW X1 hybride rechargeable. N'attendez pas et faites votre choix dès maintenant chez votre concessionnaire BMW.
L'île intense. Pourquoi toujours produire du neuf quand on peut faire du neuf avec du vieux? Choisir son assurance auto à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Chaque mois, Indeed publie plus de 400 000 offres d'emploi dans toute la France. Vous entrez dans la vie active, recherchez le poste de vos rêves ou souhaitez simplement faire évoluer votre carrière? Rendez-vous sur Indeed pour trouver l'offre qui vous correspond. Avec laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur laposte.fr. Tadam! Joyeux anniversaire, ma chérie. Absolument. Voilà la cible. Le plan est simple. Pour vous faire gagner du temps, j'aurais préparé le terrain. Coupez le détecteur d'ouverture, laissez une fenêtre ouverte. Attention, j'aurais laissé le détecteur de mouvement activé. Vous ne traînez pas, une voiture va arriver. Ensuite, à moi de jouer. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, chérie, regarde ça. Ah bah oui, mais forcément, ils sont pas venus là par hasard. Si votre maison n'est pas protégée, c'est que vous l'aurez voulu. Orange. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Faites entrer l'accusé ce soir à 21h05 sur RMC Story. Je peux vous proposer du blanc. Du blanc léger, cassé, brillant, poudré, ou un blanc sombre peut-être. Vous n'auriez pas quelque chose de plus original? Voyez le monde avec un œil nouveau. Skoda Kamiq, la nouvelle référence des SUV urbains Skoda, est disponible dès maintenant à partir de 199 € par mois, hors prime à la conversion. Ça peut vous paraître un peu snob, mais je suis très fière de mes racines. Je suis une table design, dont le bois a grandi dans une forêt française gérée durablement. Et c'est important, des forêts. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Après les intenses précipitations de ces dernières heures, retour au calme. Il reste malgré tout encore quelques pluies sur le quart sud-est de la Provence jusque sur le Dauphiné. Des pluies qui s'évacuent progressivement vers l'est. Demain matin, on retrouvera un soleil bien présent sur le pourtour méditerranéen, également sur les régions les plus au nord. Ailleurs, ça restera instable, surtout sur un très large quart sud-ouest. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies gagnent du terrain sur les régions du nord, mais l'instabilité se renforce plus au sud. Elle épargnera le golfe du Lion jusqu'au littoral des Bouches-du-Rhône et du Var. Les températures en tout début de matinée, des valeurs très contrastées. À peine 7 degrés à Reims, à Nancy, et dans le même temps, on attend jusqu'à 14 degrés à Paris ou encore à Bourges, 17 à Rennes ou encore à Nantes, Bordeaux, Toulouse et 19 degrés à Marseille. Dans le courant de l'après-midi, les températures sont stationnaires et souvent encore très élevées pour la saison. 27 à Paris, 29 degrés attendus à Auxerre. Profitez de cette douceur puisque c'est un temps plus automnal ensuite qui nous accompagnera. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bientôt 15h30, merci de regarder BFM TV. Les titres: après la violence des orages et des pluies dans le Gard, la vigilance rouge est levée. L'heure est désormais au nettoyage et aux constatations des dégâts. Et près de la commune de Pont-d'Hérault, une femme est toujours portée disparue et on reste sans nouvelles d'un homme. Gérald Darmanin est attendu dans le Gard vers 18h30. Nous retrouverons dans un instant Angie Loata qui est du côté justement de Pont-d'Hérault.
Le coronavirus, est-on à un moment charnière? Le nombre de cas quotidiens ne cesse d'augmenter. 55 départements sont désormais classés en zone rouge. À Paris, la situation nous préoccupe, indique le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. On en parlera en plateau avec Kelly Lafin. Et cette tribune d'élus de La République En Marche à l'Assemblée, dans le contexte de regain de l'épidémie de Covid-19, ils demandent une vaccination plus systématique contre la grippe. Parmi eux, notre invité Julien Borovtchik dans un instant. Plus aucun département donc en vigilance orange aujourd'hui, ni rouge. La vigilance rouge qui a été levée pour le Gard. Les violents orages et les crues exceptionnelles qui ont touché le département hier ont pris fin au milieu de nuit. Angélie Loata, vous êtes à Pondero, cette commune où 2 personnes sont actuellement portées disparues et encore en état de recherche. Une commune frappée également par ces inondations hier. L'heure est désormais à la constatation des dégâts et au nettoyage. Oui, absolument. Alors d'abord le point sur cette personne donc qui est toujours portée disparue. Une voiture a été retrouvée, vraisemblablement la voiture de cette aide-soignante de 64 ans. Mais les pompiers nous expliquaient que c'était un travail particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que même si vous le voyez, le soleil est de retour et la crue du Gard est toujours assez élevée et donc c'est particulièrement difficile, notamment d'atteindre l'intérieur de la voiture pour pouvoir faire des vérifications. Donc il y a toujours environ 150 sapeurs-pompiers qui sont dépêchés sur cette zone inondée. Il y en a environ 25 qui sont des plongeurs et qui sont donc en recherche de cette personne. C'est la difficulté particulière avec cette crue qui est toujours assez importante. Et puis il y a donc, vous le disiez, une deuxième personne qui n'est pas à proprement parler portée disparue. C'est un homme qui faisait du trail et dont on est sans nouvelles depuis maintenant presque 24 heures. Donc les pompiers ont également dépêché des équipes pour chercher éventuellement sa trace. Merci beaucoup Angélie Loata, donc avec Camille Fournier à Pondero. Frédéric Portet toujours avec nous en plateau, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. On entendait donc effectivement cette jeune femme, cette femme de 64 ans toujours portée disparue, et cet homme qui ne donne pas de nouvelles, qui était parti faire une course en montagne, un trail. Un petit point sur la façon dont on fait des recherches quand il y a des personnes comme ça qui soit sont disparues, soit ne donnent pas de nouvelles. Alors c'est extrêmement difficile de les localiser vu les circonstances, et quand on voit vos images on peut comprendre la difficulté des opérations de secours en cours et donc des sapeurs-pompiers engagés sur le terrain, que ce soit les sauveteurs aquatiques d'une part, que ce soit les équipes cynotechniques avec les chiens, que ce soit les reconnaissances aériennes. Voilà, pour localiser les personnes, les conditions sont particulièrement difficiles et du coup tout est mis à pied d'œuvre pour essayer de les localiser. Donc ça veut dire tout simplement longer les rives de l'ensemble des cours d'eau, essayer d'identifier les points d'accès possibles, les retenues possibles, voilà, puisque s'il y a déjà un véhicule de retrouver, et la zone va peut-être être redéfinie à ce niveau-là. Voilà, donc les courants est très important. Donc voilà, l'étendue de la recherche est elle-même très importante et du coup il va falloir recourir à peut-être d'autres moyens, type drone, pour essayer de localiser encore ces victimes. On voit avec nos reporters sur place dans le Gard ces stigmates de cet après-déluge, on pourrait le dire. Les conséquences, elles sont assez claires. Il y a des coupures d'eau, d'électricité. Oui. Parmi les effectifs qui sont sur place, de pompiers, de sécurité civile, qui fait quoi ? Alors justement, c'est effectivement une opération de secours de grande ampleur. Plusieurs services sont à pied d'œuvre. Il n'y a pas que les sapeurs-pompiers, bien évidemment, puisque sous la coupe du préfet et du directeur des opérations de secours, un ensemble de services vont intervenir sur les lieux, que ce soit la police, la gendarmerie. Vous parliez de coupure d'électricité. Actuellement, effectivement, il y a encore 9 communes qui sont privées d'électricité, avec près de 1600 personnes privées d'électricité. Il y a aussi un manque d'eau. Donc les équipes d'Enedis, RTE, les militaires, sous la coupe du délégué militaire départemental, sont engagés pour aller donner de l'eau potable aux personnes qui en ont besoin. Donc il y a toute une synergie qui se met en place autour de cette situation par rapport aux personnes sinistrées. Vous restez avec nous, Frédéric Portet. Dégâts importants, effectivement, dans plusieurs communes. On l'a vu donc à Anduze, à Saint-Jean-du-Gard ou encore à Valrogue, qui a été très touchée, cette commune de 3400 habitants. Alexia Ferré, Dominique Marie et Émeric Baron ont pu constater les dégâts sur place. Accès coupé. Les violents orages ont rendu ce pont impraticable. La rivière Hérault a arraché et charrié ses troncs sur des centaines de mètres. Ce matin, les habitants sont abasourdis. Je suis née ici, voilà, j'ai 48 ans, j'ai jamais vu ça. Une scène de désastre, c'est épouvantable, c'est vraiment épouvantable. On connaît les épisodes de Cévenol, mais de cette intensité, jamais.
Jamais, voilà. On n'a plus qu'à constater le désastre qui reste. C'est triste, hein, c'est triste de voir ça en rien de temps, quoi. Hier, il a commencé à pleuvoir à 5 heures et voilà, à 11 heures, il n'y avait déjà plus rien et voilà. Maintenant, ça va être du boulot, quoi. Car au bord de la départementale qui longe la rivière, l'urgence est de rétablir les réseaux d'eau et d'électricité au plus vite. Depuis hier soir, ni eau potable, ni téléphone pour les riverains. Il y a un poste de transformation électrique qui a été apporté par les eaux et nous sommes en train d'essayer de connecter 2 câbles afin que le courant puisse circuler et shunter ce poste. Bon, certes, il y aura peut-être 2-3 maisons qui ne seront pas alimentées, mais on va réalimenter énormément de gens derrière. On est à 950 mm d'eau accumulée, donc c'est très rare. On était monté jusqu'à 800 en 2002, et là, cette année, c'est 950. Donc c'est très impressionnant. La nature, comme reprend ses droits, on s'aperçoit que on est très fragile face à ce genre d'événement et que voilà, on voit les dégâts. En attendant, dans les communes sinistrées, la sécurité civile achemine de l'eau potable aux habitants. Des habitants dépités qui sont sinistrés. Frédéric Portet, quel conseil vous pourriez donner justement à la population qui se retrouve impactée par ce genre d'événements météorologiques ? Alors, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France porte ce message, effectivement, autant il va être difficile d'intervenir par rapport aux événements naturels et climatiques d'une telle ampleur, autant là on va pouvoir agir, c'est sur le comportement de la population. Donc quand on est dans ces situations, déjà le lieu de refuge, c'est la partie haute, effectivement, de l'habitation. Donc ne pas essayer d'aller récupérer par exemple son véhicule dans le parking souterrain ou dans le garage qui va être rapidement pris par les eaux. Il faut monter dans les étages, manifester bien sûr sa présence en faisant déjà le 18 ou le 112 qui est le numéro européen des secours. Il y a des centres opérationnels départementaux qui sont activés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans chaque département en métropole, en outre-mer. Donc là, il a une capacité avec des dispositifs techniques aujourd'hui modernes de vous localiser très précisément si vous n'êtes pas en mesure parce que vous êtes incapable de dire où vous êtes avec l'émotion qui est la vôtre. On peut vous localiser et bien sûr on pourra engager les secours les plus adaptés. Se doter de lampes torches à moyen de piles, une radio avec des piles, puisqu'il n'y a plus, vous avez vu, tous les réseaux d'infrastructures, que ce soit la téléphonie, l'électricité, le gaz, l'eau, tout est coupé. Donc il faut essayer d'arriver à vivre un petit peu en autonomie, en autarcie, pendant quelques heures, peut-être quelques jours sur des zones vraiment difficiles d'accès. Donc avoir de l'éclairage, de la nourriture, de quoi se chauffer, de quoi se nourrir et essayer de manifester bien sûr sa présence le plus tôt possible avec les moyens de communication encore existants, type GSM. Ouais, ce sont des conseils très pratiques. Merci beaucoup Frédéric Portet d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. On le rappelle, donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui se rendra sur place en fin d'après-midi. À 18h30, il sera aux côtés de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Voilà pour le point donc sur ces intempéries dans le Gard. L'autre actualité bien sûr de ce dimanche, c'est l'épidémie de Covid-19 en France. Dans son dernier bilan, Santé publique France dénombre 13 498 nouveaux cas positifs en 24 heures. 58 nouveaux foyers d'infection ont été identifiés, dont 1005 toujours en cours d'investigation. 26 décès ont par ailleurs été enregistrés en 24 heures. Et ce sont désormais 55 départements français qui sont en zone rouge, c'est-à-dire en zone de circulation active du virus. Vous voyez cette carte. Parmi ces 55 départements, 13 ont été ajoutés hier seulement dans un nouveau décret publié au journal officiel. Kelly Lafin du pôle santé BFM TV, bonjour. De plus en plus de métropoles françaises, on le voit quotidiennement, durcissent leurs mesures anti-Covid. Quelles sont aujourd'hui les zones les plus touchées sur notre territoire ? Justement, elles se situent autour des grandes métropoles, comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Tous les départements, désormais, ont dépassé le seuil de vigilance au niveau du taux d'incidence qui est fixé à 10 et 60 ont dépassé le seuil d'alerte fixé à 50. L'Île-de-France est particulièrement concernée. À Paris, le taux d'incidence est de 172. Rhône-Alpes également avec un taux de 177 pour le Rhône. Dans le sud-est, les Bouches-du-Rhône ont un taux d'incidence de 212, 144 pour les Alpes-Maritimes, en Gironde 135. Le chiffre le plus inquiétant actuellement concerne la Guadeloupe avec un taux de 284. Mais au-delà du taux d'incidence, c'est le taux d'hospitalisation qui est important et les prévisions qui en découlent. Par exemple, si on prend la région PACA, on sait qu'actuellement 30% des lits en réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. Si les contaminations ne freinent pas et continuent à ce rythme, la totalité des places seront occupées d'ici mi-octobre. Or, le risque est élevé car le taux d'incidence approche de 100 pour les personnes âgées qui sont les plus à risque de développer une forme grave.
grave. Le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, se dit inquiet concernant la situation en région parisienne et en particulier à Paris. On l'écoute et on en parle juste après avec Kelly. On sait qu'on a connu depuis le début d'abord une montée de l'épidémie à Paris qui ensuite s'est répartie dans le reste de la région. Donc c'est pour ça qu'on a une surveillance particulière. Densité des transports publics, nombre de rassemblements qui sont prévus. Donc c'est pour ça que Paris, même si aujourd'hui on est beaucoup plus loin qu'on était de Marseille ou de Bordeaux, mais notre vigilance est maximale parce que on sait que on a été très touchés, que les soignants sont épuisés et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir la même vague que ceux qu'on a connus en mars-avril. Kelly, comment se matérialise cette surveillance dont parle Aurélien Rousseau ? Eh bien, essentiellement par les mesures du plan blanc qui ont été réactivées dans les hôpitaux d'Île-de-France par l'Agence régionale de santé. Le plan blanc, c'est tout un ensemble de mesures qui consistent à éviter un engorgement des hôpitaux, faire en sorte de pouvoir centraliser les informations, les besoins, afin de mieux répartir le matériel ainsi que le personnel, pouvoir faire appel par exemple à des soignants supplémentaires. Pour l'instant, ce que dit justement le directeur de l'ARS Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas de tsunami encore, mais c'est une situation qui est préoccupante car 20% des lits de réanimation en région parisienne sont occupés par des malades du Covid. Dans 2 à 3 semaines, la tension pourrait devenir forte, d'où l'importance d'être vigilant dès à présent pour éviter d'être débordé, vigilance de la part des autorités locales, mais aussi de la population, de la responsabilité est primordiale. Merci beaucoup Kelly pour toutes ces précisions et ces explications. Les sports avec la dernière étape du Tour de France ce dimanche, ça part à 16h de Mantes-la-Jolie direction les Champs-Élysées. On va retrouver Pierre-Yves Leroux, journaliste RMC Sport. Vous êtes au niveau de la ligne d'arrivée sur les Champs. Pierre-Yves, on le rappelle, Paris est en zone rouge, Covid-19. Alors quel est le dispositif mis en place pour éviter la foule sur la plus belle avenue du monde aujourd'hui? C'est un dispositif restrictif, vous le voyez derrière moi, la Concorde tout en bas, la ligne d'arrivée de cette 21e étape que vont franchir les coureurs en fin d'après-midi. Et puis le public ne peut pas aller au-delà de ce rond-point des Champs-Élysées. Il est donc dans la partie haute de cette grande avenue. Il est de chaque côté de l'avenue pour le moment, mais à condition de ne pas dépasser les 5000 spectateurs. Il n'y a que 5000 entrées aujourd'hui sur les Champs-Élysées pour assister à l'arrivée du Tour de France. Beaucoup de forces de police également, de gendarmerie. On sera très loin des 500 000 personnes qui étaient là pour la première édition en 1975. 5000 personnes seulement. Et certains, vous le voyez, ont déjà trouvé leur place ici pour observer le spectacle dans quelques minutes. Merci Pierre-Yves Leroux avec Romain Cazenave donc sur les Champs-Élysées. Restez avec nous dans un instant alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Les députés La République En Marche appellent dans une tribune à une vaccination plus systématique contre la grippe. Julien Borovtchik sera notre invité pour en parler. Rendez-vous après cette courte pause. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Il nous a prévenus dès le début. Je n'écouterai aucun briefing, je ne lirai aucun compte-rendu. Il classe les choses de façon binaire, oui ou non. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province. Je ne suis pas devin, je suis un praticien. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Je suis une housse de couette en coton bio, plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement. Je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Redoublez de plaisir en passant à l'hybride rechargeable BMW dès 390 € par mois. Choisissez entre l'audace de la nouvelle BMW X2 hybride rechargeable et la polyvalence de la nouvelle BMW X1 hybride rechargeable. N'attendez pas et faites votre choix dès maintenant chez votre concessionnaire BMW. Ok Google, envoie l'adresse du travail à mon Joke. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé compatible avec l'assistant Google.
En ce moment, profitez de 3 mois de loyer offert sur le Nissan Juke à partir de 249 € par mois, sans apport et sans condition. Aujourd'hui, j'ai trouvé 7 avocats en ligne pour mon divorce. Aujourd'hui, j'ai trouvé 7 avocats en ligne pour mon divorce. J'adore bosser avec toi. Moi aussi. Emoji cœur. Emoji cœur. Mais pas avec Ludo. Smiley Burke. Mon rythme cardiaque est à 136, 137 et il revient à 136. Le 15 mars, j'ai acheté des vitamines prénatales et 3 tests de grossesse. Mon numéro de carte bancaire est le 02 37 12 21 07. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros. 130 millions d'euros 130 millions. Oh, ça c'est un super prix. Oh, ça c'est un super prix. Oh, ça c'est un super prix. Ah, c'est un super prix. C'est ce que je disais. Amazon. Des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez le droit d'ignorer Madame Sorba. Parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit d'analyser et d'optimiser votre retraite avec un expert. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Nos cuisines des Lignas s'adaptent au centimètre près et peuvent être livrées et posées par nos artisans partenaires. Leroy Merlin et vos projets vont plus loin. Harold se sent bien ici. C'est bien ici. C'est bien ici. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de développer leur activité avec un maximum d'agilité. Toutes ont besoin d'accélérer leurs projets, de sécuriser leurs données, de se transformer, de faciliter leurs échanges et de continuer à innover. Avec les solutions SFR Business, gagnez en agilité quelle que soit la taille de votre entreprise. Appelez le 1030. SFR Business, l'agilité au cœur de votre entreprise. 15h46, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce dimanche, la fin de ces intempéries exceptionnelles dans le Gard. Le département n'est plus placé sous vigilance météo, mais les habitants sont sous le choc et ils sont aujourd'hui affairés à nettoyer. Une des communes très touchées à l'ouest, c'est Valrogue. Là-bas, les dégâts sont considérables et ce dimanche, cette opération déblayage, précision sur place de Dominique Marie. À Valrogue, l'heure est maintenant au déblayage. Regardez la rue principale de la ville, elle est complètement envahie de boue et de cailloux. Boue et cailloux qui ont été charriés par les torrents venus de la montagne. Regardez cette maison, elle est littéralement traversée par un cours d'eau aujourd'hui. Et pour imaginer la force de ce cours d'eau hier soir, il suffit de regarder à l'intérieur. Regardez, il y a des cailloux, des pierres dans les pièces principales et le mobilier à l'intérieur est complètement détruit. Des maisons comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines tout au long de la rue avec des dégâts très importants et des habitants du village qui s'organisent, vous les avez aperçus, en train de déblayer et de tenter de sauver chez leurs voisins ce qui peut encore l'être. L'autre actualité de ce dimanche, c'est bien sûr l'épidémie de coronavirus. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter depuis plusieurs jours maintenant. Et certains élus de la majorité à l'Assemblée signent une tribune pour demander une vaccination plus systématique contre la grippe. Nous sommes avec Julien Borovzik. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes député LaREM de la Loire, médecin généraliste, président de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19 et donc signataire de cette tribune. Une vaccination plus systématique contre la grippe, en quoi c'est important pour vous? Expliquez-nous. J'ai souhaité rédiger cette tribune parce que effectivement nous avons un coronavirus qui est en train de se développer, on le voit malheureusement avec des hospitalisations, des cas graves. Et puis on va avoir une épidémie de grippe qui va arriver. On n'en connaît pas l'ampleur, l'intensité, mais le risque c'est le fait qu'on ait deux épidémies croisées. Donc évidemment quelque chose de très dangereux parce qu'on peut avoir des retards diagnostiques, sachant que les signes sont les mêmes. Et puis malheureusement on peut aussi avoir une embolisation des cabinets médicaux, des urgences, des hôpitaux, parce qu'on aurait un risque de grippe en plus. Donc évidemment pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes à risque, mais également les personnels soignants, il faut impérativement qu'il y ait une vaccination massive, et puis également dans la population générale. Mais
les personnes à risque et les soignants sont vraiment mes priorités. Et là, je suis dans une volonté de pédagogie en leur disant je suis là pour vous sensibiliser et essayons de nous mobiliser. Et je vous remercie d'ailleurs de diffuser ce message-là parce que c'est vraiment important. Notre souhait, c'est que tous les professionnels de santé comme vous puissent détenir un stock de ces vaccins contre la grippe. Est-ce que c'est envisageable à l'heure actuelle ? Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Simplement, bon, évidemment, il y a un côté décret dans l'histoire où pour qu'on puisse avoir médecins, infirmières, un stock à minima de vaccins. Pourquoi ? Parce que souvent la décision de se faire vacciner elle est assez fugace et c'est vrai que si on a chacun un stock de vaccins, on va pouvoir dire aux patients ben voilà, je vous ai là au cabinet, vous voulez pas vous faire vacciner ? Oui, hop, je vous vaccine tout de suite. Alors que le circuit, je vais chercher mon vaccin, etc. C'est parfois un peu long. Là, il faut qu'on aille tout de suite directement dans le vif du sujet. Et vous appelez les mutuelles à offrir la prise en charge du vaccin cette année, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, il y a déjà un certain nombre de mutuelles qui prennent en charge les vaccinations. Alors, d'abord, rappelons que les plus de 65 ans et personnes dites à risque avec des maladies cardiovasculaires, du diabète, sont déjà prises en charge par la sécurité sociale. Pour les autres personnes, c'est vrai qu'en général, certaines mutuelles prennent déjà en charge la vaccination de leurs adhérents, mais j'appelle les mutuelles à prendre en charge massivement ces vaccinations. C'est vrai aussi que, et elles en sont conscientes, les mutuelles, elles ont fait un certain nombre d'économies parce que l'État a pris en charge largement les frais du coronavirus. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait un joli geste que de s'engager à rembourser systématiquement les vaccins contre la grippe. Julien Borowczyk, brièvement, en attendant le vaccin, c'est la seule prévention qui existe aujourd'hui, c'est la seule solution ? Disons que, comme je le rappelle dans ma tribune, bien évidemment, les gestes barrières, le lavage des mains et bien sûr le port du masque sont la priorité. Mais pour une fois qu'on a de l'avance sur le virus, ou tout du moins qu'on pourrait prendre de l'avance sur le virus, qu'on pourrait anticiper quelque chose et surtout désengorger éventuellement les hôpitaux, faisons-le, parce que c'est capital pour éviter qu'on ait des surpathologies. Je vous prends juste un exemple très rapidement. Vous savez, à l'hôpital, on a deux files. On a la file Covid et la file non Covid. Comment on met les gens dans une file Covid ? On les met dans cette file parce qu'ils ont de la fièvre, des courbatures. La grippe, ce sont les mêmes signes. Donc on risque de mettre dans cette file des gens qui ont la grippe et ou le Covid. Donc voilà, on va avoir des retards diagnostiques, c'est assez dangereux. Et en plus, à ce stade, nous ne savons pas ce que ça peut donner que d'avoir en même temps le coronavirus et la grippe. Et donc, ça peut être dangereux. Dernière chose, j'appelle aussi à se vacciner massivement pour les personnes à risque contre le pneumocoque, parce que c'est une bactérie à risque majeur contre qui s'habitue, enfin qui va se loger chez les gens qui ont le coronavirus et ou la grippe, et donc qui entraîne des surpathologies et des hospitalisations en réanimation. Dernière question pour bien comprendre. Vous demandez effectivement qu'il y ait de façon plus systématique ce vaccin contre la grippe. Certains vont jusqu'à demander qu'il soit obligatoire. On pense par exemple à Renaud Muselier. Est-ce que ça, c'est envisageable ? Vous savez, quand j'ai rédigé cette tribune, je me suis posé la question. Un certain nombre de mes collègues députés co-signataires, et je les remercie d'ailleurs d'avoir co-signé, m'ont proposé d'obliger. C'est vrai que ça n'est pas ma démarche. C'est-à-dire que je pense que tout le monde aujourd'hui doit avoir une démarche citoyenne. Moi, j'en appelle à la prise de conscience pour soi, mais également surtout pour les autres. Et une fois de plus, je remercie les médias et en particulier BFM de valoriser ce message-là parce qu'il faut que chacun prenne conscience de l'importance de cette vaccination. En plus, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une certaine défiance dans notre pays vis-à-vis de la vaccination, une défiance parfois vis-à-vis des obligations, le port du masque, etc. Je ne voudrais pas rajouter de l'obligation aujourd'hui sur la vaccination. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui en direct sur BFM TV. Julien Borowczyk, je le rappelle, vous êtes député La République En Marche de Loire, médecin généraliste, président de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19 et donc signataire de cette tribune parue aujourd'hui. Tout de suite, la météo, Alexandra Larue.